Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Nous sommes le jeudi 16 octobre au matin et je vous fais cette vidéo rapidement avant de partir faire un workshop de formation dans le milieu médical pour 3 actualités intéressantes. La première, c'est que hier, nous avons vu plus de 30 organes de presse refuser de signer la nouvelle charte avec le ministère de la guerre américain et se voir donc refuser l'accès au Pentagone. Pentagone qui, pendant des années, a eu des locaux qui étaient à disposition des journalistes pour permettre une boucle courte entre les informations et leur diffusion. Et donc maintenant, on va aller vers un nouveau format de couverture de l'actualité militaire américaine suite à la volonté du secrétaire de la guerre américaine et de son administration de changer un petit peu les règles du jeu, motivés, d'après leur dire, par leur volonté d'assurer la sécurité des troupes, mais également de leur pays. Pour rappel, on vous montre ici la charte qu'il fallait s'engager à signer. Le Pentagone souhaitait interdire aux journalistes accrédités de demander des informations classifiées ou certaines informations non classifiées au personnel militaire. La Pentagon Press Association a fait une déclaration et c'est donc un sujet qu'il faudra suivre dans les prochaines semaines pour voir l'évolution de la qualité de l'information. Mercredi 15 octobre, nous avions des B-52-3, pour être précis, call sign Bunny 1, 2, 3, qui ont décollé de la base de Barksdale en Louisiane, qui ont mis cap au sud et qui sont allés dans la FIR. Donc je vous rappelle que vous avez l'espace aérien qui appartient à un pays avec ses eaux territoriales jusqu'à 12 nautiques. Là, si vous rentrez, c'est interdit. Et au-delà des 12 nautiques, souvent, vous avez la FIR, la Flight Information Region. Et les B-52 sont allés dans cette zone qui est gérée par le contrôle aérien vénézuélien, la FIR de Maiqueta, au niveau 260 ou niveau 265, un petit peu à la queue leu, étagé de 150 mètres, transpondeur allumé, en faisant des messages radio, afin de faire ce qu'on appelle un show of presence, montrer leur présence, venir montrer des muscles. Alors cela a pas mal attiré l'attention des observateurs, surtout qu'un F-16, un F-16 vénézuélien, on en a déjà parlé sur cette chaîne, a décollé d'El Liberator, mais au final n'est pas parti faire une interception, et je pense qu'il a bien fait. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait 2 KC-46, également présents transpondeur allumé, pour du ravitaillement de F-35, qui eux n'avaient pas leur transpondeur allumé. Et donc ça ressemble gentiment à une petite invitation à l'interception qui aurait peut-être pu être musclée si on considère que les Américains sont déjà à 5 ouvertures du feu dans la zone contre des navires au sol. Le dernier datant du 14 octobre avec ces images récemment partagées où ça mérite d'être spécifié. On voit le navire qui ne bouge pas. Donc le fast boat, d'habitude, l'ouverture du feu a lieu alors que le bateau est en mouvement. Là, on voit que le bateau a été arrêté. Il s'agit donc d'un tir d'indestruction, peut-être après que le bateau ait été évacué, ou alors c'est qu'il est en attente et qu'ils ont attendu le moment pour le frapper, qu'il s'arrête. À noter que les Américains ont prouvé leur capacité à taper ce type de bateau, même en déplacement à plus de 20 ou 30 nœuds. On a également vu en renfort du côté de Puerto Rico, je vous renvoie vers la vidéo où on avait déjà parlé de cette zone, l'arrivée de Red 15, donc un AC-180J du Ghost Rider équipé avec du canon à bord de 30 mm, 205, du Hellfire, et on a également vu en Ozinte, sur la base d'Agadilla, 5 Reapers différents. Donc vous avez une multitude et une augmentation des forces dans cette région. Tout cela quelques jours après que l'opposition locale se soit vue remettre le prix Nobel de la paix. Pour revenir sur notre sujet aéronautique du jour, vous voyez donc le C-32 qui est en fait un 757, pas un avion tout jeune, 757 de la flotte, l'équivalent un petit peu de notre COTAM. Nous en France on a le commandement du transport aérien militaire, les Américains ont l'équivalent avec le très fameux
Air Force One. Là, on va plutôt être sur Air Force 2, qui va prendre le vice-président, qui peut également prendre, si besoin, le président. Alors, dans ce cas-là, ce C-32 devient Air Force One. Air Force One, c'est l'indicatif lié avec la présence du président à bord. Tout comme quand c'est l'hélicoptère des Marines qui prend le président, et bien là, il devient Marine One, parce qu'il appartient aux Marines. Il a décollé, il est parti vers les tracks. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre l'Europe et les États-Unis, vous avez des sortes d'autoroutes qui sont mises en place tous les jours à des points spécifiques fonction du vent. Votre objectif quand vous allez vers les États-Unis, c'est d'éviter le vent de face. Donc vous allez soit passer au-dessus du jet stream, ce courant de vent beaucoup plus fort l'hiver que l'été, soit plus rarement en dessous. On préfère passer au-dessus parce que n'en déplaise aux platistes, la Terre étant quasi ronde, plus vous montez, moins vous parcourez de distance. Et quand vous revenez, c'est pour ça que les vols sont plus courts entre les US et l'Europe. Quand vous revenez des États-Unis, on va plutôt vous mettre à l'intérieur de cette gaine de vent pour que vous profitiez du déplacement de la masse d'air et que votre vitesse sol soit supérieure. Dans les prochains mois, on entendra parler dans la presse d'avions qui battent des records de vitesse ou qui, pour un observateur au sol, paraissent supersoniques alors que leur vitesse indiquée dans la masse d'air est de Mach 0,82, Mach 0,84. Ça, c'est possible si l'avion qui fait du 84% de la vitesse du son est dans une masse d'air qui se déplace par exemple à 20% de la vitesse du son, ce qui est possible dans le jet. Donc alors qu'il était en train d'aller vers ces points, l'avion a eu cette panne et ils ont décidé de descendre et de faire demi-tour. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde rapidement ce que dit le QRH. Le QRH, c'est le Quick Reaction Handbook du 757. Donc là, celui que j'ai, c'est la source ouverte. Sur C32, il est peut-être légèrement différent, mais la philosophie reste la même. Si vous voyez que vous avez une fissure au niveau de votre pare-brise, alors il va falloir essayer d'identifier le type de fissure. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, vous avez plusieurs couches au niveau du pare-brise, 3 à 4 couches avec du verre, du plastique, et vous avez des éléments de chauffage intégrés pour éviter qu'il y ait du givre dessus et pour maintenir, si possible, une température constante. Donc si vous avez pas un souci au niveau du chauffage, si vous avez une contrainte thermique particulière, si vous tapez un objet, en ce moment, il y a des migrations d'oiseaux, vous pouvez même croiser des oiseaux à haute altitude, ou si vous avez tout simplement une fatigue du matériel, ou on va le voir dans un autre cas, un souci de maintenance, eh bien vous allez sortir ce QRH et il va vous dire est-ce que c'est une fissure interne ou externe, ou est-ce que c'est traversant, voire une dépression. Si c'est juste une petite fissure interne ou externe, normalement vous devez stabiliser le vol, évaluer. Alors, stabiliser le vol, l'idée c'est par exemple, je suis en train de monter, j'arrête de monter, je suis en train de descendre, initialement je peux, pourquoi pas, arrêter de descendre, même si on préfère descendre avec ce genre de problème. Et l'idée c'est de stabiliser les paramètres, là vous avez quelque chose qui tient dans l'aviation, on aime bien le maintenir. Après derrière, on va souvent réduire vers les 250 nœuds maximum. Pourquoi 250 nœuds maximum? Pour réduire l'impact tout simplement physique sur votre pare-brise. Et également s'il va céder, il y aura moins de vent relatif. Ensuite, si besoin, on va couper le chauffage au niveau du pare-brise, prévenir le contrôle aérien et généralement décider d'un retour de précaution. Donc là, il n'y a pas urgence, mais on va se positionner pour pouvoir venir se poser parce que dans l'aviation, c'est 1, la sécurité, 2, le respect du timing. Donc on prend pas de risque. Par contre, si on a une fissure qui est traversante ou une dépressurisation, là c'est autre chose, à votre avis, quelle est la première chose que doit faire l'équipage? Mettre le masque. 1. Vous mettez le masque, donc le copilote c'est à droite, schlac, le commandant de bord c'est à gauche. Vous venez mettre le masque et une fois que vous avez mis le masque, la deuxième chose à faire, du coup dans la checklist, c'est on vérifie que la communication fonctionne. Parce qu'on va être dans un endroit où il va y avoir beaucoup de bruit, hein, s'il y a une dépressurisation, on veut s'assurer qu'on arrive à s'entendre. Donc 1, on met le masque. Pourquoi? Parce que si vous avez une dépressurisation, vous n'avez que quelques secondes avant de tomber dans les pommes. Le problème de la dépressurisation et de la perte rapide d'oxygène, de pression d'oxygène. Ensuite, derrière, on vérifie qu'on peut se parler et on est parti, on se coordonne pour faire la procédure de descente d'urgence. Si vous êtes dans les tracks, il va falloir ouvrir sur la droite parce que tout le monde est à la queue leu-leu, tout le monde est un petit peu enquillé sur les tracks, donc vous allez devoir vous dégager, vous éloigner en fait de cette autoroute pour faire votre descente d'urgence. Ce sont des procédures spéciales sur les tracks. Là, de ce que je vois sur Flight Radar, je ne crois pas qu'ils étaient encore engagés sur les tracks. Donc là, ça descend, tu as commencé ta descente. Grâce au TICAS, c'est un peu comme le radar pour les pilotes de ligne, vous voyez où sont les autres avions autour de vous, ce qui vous permet bien de faire votre descente même sans avoir initialement demandé au contrôle, parce qu'en cas de dépression, c'est je descends. L'objectif, c'est d'aller chercher les couches d'atmosphère
plus dense, de réduire l'écart de pression et d'aller dans un endroit où on va pouvoir respirer, en dessous de 10 000 pieds. Ensuite, derrière, on a commencé la descente. Qu'est-ce qu'on fait? On prévient le contrôle. Et là, c'est un mayday. Donc, c'est pas un pan, c'est mayday. C'est-à-dire que là, c'est vraiment grave. Mayday, mayday, mayday. Vous donnez votre indicatif et vous expliquez que vous descendez à 10 000 pieds. Une fois établi à 10 000 pieds, les choses vont rentrer dans l'ordre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, eh bien, vous allez consommer beaucoup plus de pétrole et mettre plus de temps à rejoindre un terrain de secours. Et donc là, ils ont décidé d'aller vers une base militaire. Ça montre bien, à ce moment-là, il n'y avait pas risque mort d'homme particulier. Ils ont donc pu aller choisir le terrain le plus adapté, qui est ce qu'on veut faire généralement. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez faire votre checklist cabine altitude warning ou alors votre checklist de rapide de décompression. Donc le métier de pilote de ligne, c'est généralement, et c'est ça qui n'est pas évident, savoir quelle checklist faire à quel moment. Et autant suivre une checklist, vous allez me dire oui c'est assez simple, tu as des items à faire. Autant là par exemple, ce qui fait toute la difficulté du métier, c'est savoir quelle checklist faire, fissure interne ou externe ou traversante. Et dit comme ça peut paraître simple, mais quand on est dans des avions extrêmement modernes, 350, Dreamliner, vous avez une multitude de checklists qui existent, il y a une multiplication du nombre de checklists à cause de l'informatique, ou grâce à l'informatique si vous souhaitez, et ce qui rend le métier désormais beaucoup plus compliqué. C'est ça, c'est réussir à se battre contre soi-même, son instinct de vouloir dérouler une checklist tout de suite, sans avoir forcément pris le temps d'analyser. Donc c'est pour ça que je vous parle souvent sur la chaîne, et là on va en parler avec les équipes médicales du CHU, de cette notion de T4DEC. C'est quoi la temporalité? Pour quand il faut décider, à partir de quand ça pourrait se dégrader. Après on collecte les faits, les options, les risques, on décide, on exécute, on contrôle. Et là c'est exactement ce qu'ils ont dû faire. Alors si vous vous posez la question, est-ce que ça arrive souvent? Voilà ce que disent les statistiques américaines. Pour les avions de ligne américains, il y en a un paquet. Vous avez 10 à 15 cas comme ça de retour à cause d'une fissure dans le cockpit par an, mais moins d'1% entraîne une décompression. Donc dans les prochains jours, on verra, là, les journalistes de défense, on a vu, étaient un peu occupés ces dernières 24 heures, on verra s'ils ont eu décompression explosive ou pas. Dans ce cas-là, ça serait moins de 1% de ces 10 à 15 cas, ce qui est très très rare, mais on connaît quelques cas mythiques dans l'aérien, notamment le British Airways 5390 dans les années 90, où à cause d'une vis mal choisie en maintenance, le technicien qui a mis le pare-brise a choisi une vis non conforme, eh bien le pare-brise avait sauté en vol, le commandant de bord avait été aspiré vers l'extérieur, il avait été retenu par l'équipage, avait tapé sur l'arrière, ils n'avaient pas à le re-rentrer, il y a ces images très connues, et ils ont réussi à lui sauver la vie. Il n'a pas été aspiré dehors, il a pu survivre, il a pu être ramené vivant. Comme quoi, faut rien lâcher, faut y croire. Et dans un cas plus récent aux États-Unis, 2018, un 737 de chez Southwest, le moteur explose, les débris viennent détruire une vitre, tuer une passagère, mais du coup avec cette vitre qui a explosé, on s'est retrouvé avec une décompression explosive. Donc la décompression explosive, c'est quelque chose de très rare dans l'aérien, mais il faut se méfier également de la décompression lente. Et ça tue notamment sur des petits avions monopilotes comme les TBM 700. Il y a eu pas mal de cas encore une fois aux US. Si vous n'avez pas conscience qu'il y a une dépressurisation dans la cabine, que vous restez à haute altitude, que vous ne voyez pas vos alarmes justement à altitude, vous risquez l'hypoxie. L'hypoxie qui va vous faire perdre vos capacités cognitives. Et c'est arrivé par exemple à un vol Helios, un 737 en Grèce. Tout le monde est tombé dans les pommes. Plus personne n'a pu piloter l'avion, il est tombé en panne d'essence, il s'est écrasé, malgré la présence d'avions de chasse à côté, ça ne peut pas aider. Donc excellent rappel à tous sur le danger de la décompression, sur quoi faire dans ce type de situation, le tout avec un hasard de calendrier alors que l'actualité est extrêmement dense, et le secrétaire de la Défense venait tout juste de hausser le ton face aux Russes, alors on ne sait pas. Peut-être que la complosphère va s'emparer de ce retour d'urgence. Blague à part, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Une qui va analyser un petit peu la transformation de l'armée russe depuis 2022. Une autre sur la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran. Et on a également 2-3 autres petits sujets qui traînent. Excellente journée à vous. À très vite. Pourquoi pas à Fuerteventura. Pourquoi pas en entreprise. Il nous reste quelques places. Et moi, il faut que j'y aille. Il me reste 4 minutes pour être en bas et rejoindre l'équipe. Fly safe.